Bonsoir. Bonsoir. Désolée, là, j'ai la tâche Tous les jours, je me raconte ma vie, a dit un jour France Théoret. C'est une vie de femme majuscule, une vie d'écrivaine dont les mots sont une prolongation du corps qui se raconte, qui parle hors de soi. Le corps, c'est la mémoire silencieuse qui gémit la nuit les turbulences intérieures. France Théoret a les mots dans le corps et les silences aussi. C'est le corps qui soudain demande « Est-ce qu'on peut se contenter d'une identité, et encore plus d'une identité obligée? Ou encore, est-ce qu'on peut fuir ce que l'on est ?» Lorsque France Théoret pose la voix, elle perce l'intimité des mots et on se sent alors porteur d'un secret. Comme si, pour entrer dans l'intensité de l'écriture de la vie de l'auteur, il fallait apprendre à lire à voix haute. Comme si France Théoret donnait aux mots leur poids véritable. Comme s'il y avait aussi une oreille pour entendre France Théoret et le désir qui loge entre ses lignes. France Théoret a couché sur papier « J'écris trop près de la vie ». C'est pourquoi ici on s'éloignera de la vie, on l'ignorera un peu, elle nous deviendra étrangère. Nous serons attentives à ce qui nous échappe, nous nous mettrons à distance pour enfin voir par nous-mêmes. Nous nous regarderons et nous nous verrons. Écrire est un acte immobile. Par la solennité du geste, la plongée, la mise en retrait, l'attirance et la répulsion, le métissage d'irrépressibles instants. Je continue la chute promise. Jamais l'erreur première ne sera mise au jour. La révolte parle à travers les tracés cassants, les traits rudes, irréguliers. France Théoret a écrit le dernier poème de la nuit de la muette à la main, de lignes brisées qui parlent d'une existence brimée. À la main comme pour dire « j'existe », pour conclure sur ce sentiment d'exister et nous le prêter. France Théoret, vous êtes née dans une maison sans livres. À quoi ça ressemble, une maison sans livres? Je pense que ma première réponse qui vient, je pense que je répondrais à ça de façon plate. Ça ressemble à une maison utilitaire. Une maison où on se lave, ou une maison où on mange, une maison où on dort. Une maison, bien sûr, une maison où on aime aussi, mais c'est une maison où on exerce des fonctions élémentaires. Bon, là, faudrait que je pense aux autres médias. À la télévision, faudrait que je pense à d'autres choses qui font aussi réfléchir, discuter les gens. Bon, et quand il n'y a pas de livre, il y a peut-être des journaux aussi. Bon, mais pour moi, la première idée qui me vient, en fait, dans le lieu où je suis née, dans une maison sans livres, ben, on passait notre temps à reproduire la vie. Manger, dormir, se laver, quitter la maison, entrer la maison, c'est-à-dire une maison utilitaire. Et puis, bon, à cette époque-là, pouvait entrer la radio. Mais ensuite, vous avez construit, d'une certaine façon, votre maison dans les livres.
Oui, j'ai construit ma maison dans les livres mais en même temps, je l'ai construit et je l'ai perdue et je l'ai reconstruite et je l'ai reperdue. J'ai perdu ma bibliothèque trois fois. Et la troisième fois, c'est l'année dernière. Et là, je refais ma maison avec des livres. Ce sont des choses qui arrivent, toutes sortes d'événements de la vie qui font perdre une partie de ce qu'on a et que j'ai appris à refaire. Bon, les livres m'accompagnent, je lis tous les jours. Et je trouve toujours des choses intéressantes. J'en trouverai jusqu'à la fin. Donc les livres, ça aide à refaire sa vie. Ça aide à recomposer sa pensée. Vous dites aussi que lorsque vous étiez enfant, vous rêviez à la langue. J'ai trouvé ça très beau, mais j'avais envie que vous nous racontiez un rêve parce que j'arrive pas à imaginer comment on peut rêver à la langue. Je vais vous raconter rapidement le rêve le plus ancien. J'avais 10 ans et je ne sais pas comment, j'ai eu l'adresse d'une jeune Française de mon âge qui demandait une correspondante. À cette époque-là, on disait pas le Québec, on disait le Canada, puis on disait, je m'identifiais comme Canadienne française. Elle voulait correspondre avec une Canadienne française. Bon, je lui ai écrit. Et là, j'ai fait plein de rêves. Je sais pas, je pense que j'ai dû poster ça par bateau à l'époque. Enfin, c'était très long, il y avait une attente, tout ça. Et là, je me souviens très bien de rêves. La Française recevait ma lettre et je me posais la question, allait-elle comprendre ma langue? Est-ce que mon français était compréhensible pour une authentique Française? Donc, je me posais des questions sur les mots et sur l'agencement, la syntaxe. Parce que moi, je l'ai écrit très rapidement dans des fragments que j'ai eu le sentiment que toute ma langue a été réformée parce que bon, on employait rarement les mots justes. Donc là, j'étais consciente qu'il fallait que je travaille ça en fonction du français que j'apprenais à l'école et non pas que je pratiquais chez moi. Et c'est ça. C'était des rêves d'inquiétude. Est-ce que je parlais français? Est-ce qu'elle allait me dire, je comprends pas ce que tu écris? J'avais un sérieux doute à savoir si si mon français était du français. Et ça, je crois que ça témoigne beaucoup du lieu de ma naissance et ça témoigne aussi beaucoup d'une existence au Québec. Parce qu'une Française va jamais se poser cette question-là si elle habite loin de Paris ou quelque chose comme ça avec une autre Française, elle va pas se poser cette question-là. Mais moi, j'avais cette conscience que il y avait un océan entre nous et je faisais de mauvais rêves. Je me demandais si elle allait comprendre ce que j'écrivais. Oui, elle l'a compris. Et j'étais bien contente de savoir que je parlais français. France Théoret, vous n'êtes pas né poète, vous êtes né. Alors comment on devient poète? Comment est-ce que la certitude qu'il fallait écrire est née chez vous? En fait, je suis devenue poète en écrivant. Et comment est née l'écriture? L'écriture est née bien des fois chez moi.
Elle est née plusieurs fois, mais elle est née par l'écriture de la poésie en regard de l'avant-garde. Les premières années, longtemps dans l'écriture, mais les premières années surtout, rechercher l'avant-garde m'importait beaucoup. Alors, dans l'avant-garde qui avait cours avec la revue La Barre du Jour, j'ai appris à donner la préséance à la forme sur le sens. On disait aussi au signifiant sur le signifié. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours conservée. Et nous le faisions à travers une avant-garde qui s'est dite formaliste, et cette avant-garde mallarméenne introduisait à la poésie. Et c'est dans cette visée que j'ai commencé à écrire. Voilà. Et maintenant, Claude Gauvreau. Mes apports à la nuit de la poésie sont de diverses époques, mais ils sont tous à fort accent non figuratif. Le premier texte que vous entendrez de moi est de 1945. C'est un extrait des Entrailles. En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre, mais d'une pièce de théâtre sans personnage. Fatigue et réalité sans soupçon. Que laissa Kyrien Koblienis jaboire, Velé Yoto Kobichunit Savleoko, Bénissir Shlam Kirioti Kliko, Sanessa Vélo Mouchnaïk Révois, Karinaïk Il y a un élément qui est présent dans votre écriture, lorsqu'on connaît aussi vos sources d'inspiration, et c'est la folie. Vous avez été ravi par des gens qu'on a qualifiés de fous littéraires, par des excessifs. Oui. Claude Gauvreau, Antonin Artaud, Virginia Woolf. Il y a des gens comme ça qui vous ont inspiré et qui étaient considérés comme des excessifs, des excessives. Quelle est la place, disons, de la folie dans votre vie, et pourquoi ne pas avoir renoncé à votre désir d'équilibre? Vous avez dit pourquoi ne pas avoir renoncé? Oui. À mon désir d'équilibre. Ah, je ne sais pas. J'ai l'impression que non, j'affronte constamment le chaos. Mais alors, en fait, je suis venue à la littérature, à la vraie littérature, là, au début de la vingtaine, par Artaud et Gauvreau. Et d'abord, Claude Gauvreau, je l'ai rencontré à l'époque. Nous avions fait un numéro sur les automatistes, un numéro qui était 20 ans après Refus Global. Et il m'a prêté les lettres à un fantôme, les lettres à Jean-Claude Dussault, qui ont été éditées depuis. Et j'ai lu ces lettres-là et je devais choisir une lettre pour le numéro. Donc, je peux pas dire que c'était une rencontre facile. C'était une rencontre très difficile. On écoutait Claude Gauvreau et on ne parlait pas. Bon. Et ce que j'aimais chez lui, c'est le côté excessif. Et puis, sa pièce, La charge de l'Orignal est perméable, qui a été montée, je crois, 4 fois, de façon différente, est une pièce merveilleuse. C'est
C'est une pièce sur la folie. Enfin, il y a toute cette recherche du langage exploréen chez lui. De même, Artaud, quand il parle de la fragilité de sa pensée, ça m'a rejoint immédiatement. Je vivais cela au début de la vingtaine. Ce sont des écrivains, à chaque fois que les mots me manquaient, à chaque fois que j'étais dans une attitude très sombre, je prenais ces auteurs, notamment pour Gauvreau, évidemment pas sa poésie lettriste, bien sûr, mais je prenais, par exemple, ses écrits sur l'art. Je lisais ça, et ça me donnait un désir de recommencement. Ça me portait vers des recommencements. Donc, ce sont des auteurs qui sont allés chercher leur pensée dans des profonds déséquilibres. Et pour moi, c'était essentiel, cette chose. Bien sûr, Virginia Woolf, je l'ai toujours trouvée bien sage. Même si finalement, son équilibre était extrêmement fragile, je l'ai compris moins dans son œuvre que lorsque j'ai beaucoup lu sur elle, sur sa vie, sur le groupe de Bloomsbury, et puis enfin que j'ai connu l'environnement de Virginia Woolf. Il me semble qu'elle surmontait constamment cette fragilité pour écrire. Et en fin de compte, c'est elle qui m'a ouvert les portes de l'écriture parce qu'elle faisait, malgré tout ce qu'il y avait de déséquilibrant chez elle. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing today. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgités. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Peut-être les excessifs et excessives ne sont-ils finalement que des révoltés? Ah, c'est sûr que Antonin Artaud, c'est la révolte en personne. Quant à Claude Gauvreau, c'est quelqu'un d'extrêmement déchiré. Déchiré dans ses amours, déchiré dans la fidélité à un mouvement qui d'ailleurs était fait pour se déconstruire de toute manière, mais ça, j'endossais assez le point de vue de Gauvreau. Je l'ai endossé assez longtemps que enfin, c'est plutôt moi ce que j'aime énormément dans Refus Global, qui pour moi est une date immense, mais immense dans notre culture, c'est
C'est parce que il y a là une rupture et une proposition. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Bon. Et Gauvreau y a participé, mais il aurait voulu une pérennité de refus global. Bien, je pense que c'était impossible, mais l'esprit de ça aide à vivre. L'esprit de refus global aide à vivre. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire, refus d'être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques, refus de fermer les yeux sur les vices, les duperies perpétrées sous le couvert du savoir, du service rendu, de la reconnaissance due, refus d'un cantonnement dans la seule bourgade plastique, place fortifiée, mais trop facile d'évitement, refus de se taire, faites de nous ce qu'il vous plaira, mais vous devrez nous entendre, refus de la gloire, des honneurs, le premier consenti, stigmate de la nuisance, de l'inconscience, de la servilité, refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins, refus de toute intention, arme néfaste de la raison, abat toutes deux au second rang, place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour, place aux nécessités. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. C'est intéressant ce que vous dites parce que lorsqu'on vous lit, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de cette rupture et de cette proposition. Il y a une citation, un être de démesure dans un monde de mesure. Et je trouve qu'il y a donc dans votre écriture une envie de rompre avec la mesure qui est évidente et l'appel à cette démesure, qui est création, mais qui est beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est un vers de Marina Tsvetaeva. La poète russe. Oui, la poète russe qui s'est suicidée en 1941. Alors, une autre excessive. Et là, je ne connais pas le russe. Je suis allée en Russie. S'il y a bien un voyage dans ma vie que je tenais à faire, c'était d'aller en Russie. Je voulais marcher dans Saint-Pétersbourg, je voulais marcher dans Moscou. Et je voulais marcher aussi dans Sotchi. C'était avant les Jeux olympiques, c'est le vieux Sotchi. Et parce que je me suis beaucoup intéressée au stalinisme, je me suis beaucoup intéressée au goulag et aux écritures du goulag, et très positivement, je me suis beaucoup intéressée aussi à Marina Tsvetaeva, qui est une femme qui a eu une vie tragique. Elle a commencé à publier très jeune, et puis à partir de l'âge de 30 ans, elle n'a plus eu la chance de publier. Et elle a continué à écrire, et un jour elle a dit, quand elle est retournée en Russie à cause d'une histoire incroyable, elle voulait suivre son mari et ses 2 enfants qui voulaient retourner en Russie. C'était un piège pour elle. Et là, elle s'est sentie désertée par la poésie. Moi, je n'ai jamais été habitée comme ça, par la poésie. Je peux pas dire que je suis un être habité par la poésie. Elle a senti qu'elle ne pourrait plus écrire, que la poésie l'avait désertée. Et pour elle, mais sa situation économique était tellement désastreuse, tout ça s'est mis ensemble, la situation de famille, tout ça s'est mis ensemble, et elle n'avait plus de lieu, elle s'est suicidée. Alors, moi, je ne vis pas habitée par la poésie, comme je croirais, par exemple, que Nelly Gall l'était. Rimbaud, à une certaine époque, il a cessé de l'être. Il a été
il a été tout autre chose. Bon, en fait, je suis habitée par quoi? Le désir de penser et d'écrire sous différentes formes. C'est pour ça que je pratique encore la poésie, que je pratique le roman et l'essai aussi. Parce que par les différents genres littéraires, on peut dire des choses très différentes. France Théoret, peut-on dire que pour vous l'écriture fut un départ dont vous ne seriez jamais revenu? Oui. Quand j'étais jeune adolescente, je désirais devenir écrivain. On disait écrivain à cette époque. Bon. Et donc, c'était là. Et quand j'ai commencé, ça a été très long. Et quand j'ai commencé pour de bon, je n'ai plus cessé. Parce que si je cessais, je crois que je pouvais cesser pour de bon. Tellement il y a eu de commencements, de recommencements. Toute cette démarche a été très lente. Et quand j'ai été acculée à commencer, je dis bien acculée à commencer parce que j'étais dans un état, je n'aimais pas dans l'état dans lequel j'étais. Je me suis dit, il faut que je me tire de là et que je me tire de là par l'écriture. Au moins que je m'y essaie pour de bon. Donc, c'était un point de départ et je n'en suis pas revenue parce que la rupture aurait encore entraîné de nombreux nouveaux départs. Bon, quand je désirais devenir écrivain, j'étais vraiment très jeune. C'était une idée. Ensuite, j'ai tenu des journaux. Ensuite, j'ai fait beaucoup de correspondances. Ensuite, je me suis liée à ce groupe d'avant-garde. Ensuite, j'ai poursuivi des études au niveau de la maîtrise. Et ensuite, là, il était temps que je commence pour de bon et que je cesse de jeter mes textes au panier et que je fasse quelque chose et que j'envoie mes textes parce que publier, c'est rendre public. Et c'était un geste difficile à faire. C'est toujours un geste difficile à faire? Oui, en un sens. Mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme au début. Je me souviens très bien de mes appréhensions quand j'attendais les réponses d'acceptation ou les refus et des choses comme ça. Bon, ce n'est plus, évidemment, ce n'est plus la même chose. Et puis, nous avions, en tant que poète, des modèles de jeunes génies. Par exemple, Rimbaud, par exemple, Nelligan, qui avait écrit très jeune. Et c'était des modèles, nous les lisions, mais en termes, je n'étais pas une jeune génie. J'ai dû travailler, me former, essayer de mettre beaucoup de choses ensemble pour écrire. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh, le beau soir de mai,
tous les oiseaux en chœur ainsi que les espoirs naguère à mon cœur modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le beau soir de mai, le joyeux soir de mai, un orgue au loin éclate en froid de mélopée, et les rayons ainsi que de pourpres épées percent le cœur du jour, qui se meurt parfumé. Je suis gai, dans le cristal qui chante, verse le vin, verse encore et toujours, que je puisse oublier la tristesse des jours, dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gai, vive le vin et l'art. J'ai le rêve de faire aussi des vers célèbres, des vers qui gémiront les musiques funèbres, des vents d'automne au loin, passant dans le brouillard. France Théoret, vous avez écrit « Je suis une imaginative devenue réaliste ». Est-ce que c'est une formule qui évoque un chagrin, un revers, une privation, des illusions d'une certaine façon? Non, ce n'est pas un chagrin ni un revers. Oui, j'ai écrit ça, mais j'imaginais des fictions autrefois. Je croyais que j'écrirais des fictions, et j'ai compris par le formalisme que l'imagination égalait autre chose. C'est-à-dire, je peux dire que j'ai l'imagination des mots. J'ai encore de l'imagination, j'ai l'imagination des mots. Donc, j'œuvre à partir de l'écriture. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'imagination des mots? L'imagination des mots, c'est des mots qui en appellent d'autres. En fait, j'exerce constamment un choix de mots. Donc, si j'exerce un choix de mots, il faut que j'en ai l'imagination. Mais pour dire la chose en regard de la réalité, c'est ceci. Je prendrais par exemple l'histoire de Suzy. Dans l'histoire de Suzy, je construis la réalité. Je construis une sorte de réalité. Disons les choses plus simplement. Je croyais qu'on inventait des mondes. Mais non, je construis des mondes à partir de ce que je connais, à partir de ce que je vis parfois, mais à partir de ce que je vois. Par exemple, dans Suzy, je ne connais pas ces personnages et j'ai construit un monde à partir de ces personnages qui sont un peu comme par exemple le personnage de la grand-mère. J'en ai fait un portrait de cette grand-mère, mais autrefois, je croyais que à l'invention, et sans penser nécessairement science-fiction, hein, c'est ça qui me vient à l'esprit. Sans penser science-fiction, je croyais qu'on inventait des histoires. Je n'invente pas vraiment des histoires, j'invente les mots pour construire des histoires à partir de réalités, telles que je les conçois. Suzy n'est plus vierge. Il n'y a pas de trace d'un beau jeune homme. Elle s'est amusée de très près avec l'ami de son père. Son pucelage perdu ne reviendra pas
Cela la choque maintenant, quand elle y pense, assise à la table minuscule de la cuisine, devant sa grand-mère. J'aime grand-mère, j'aime grand-père, j'aime papa et maman. Je ne suis pas vierge, puisqu'il faut ce mot dont fait usage grand-maman. Elle croit que je le suis, et elle me prépare à ne plus l'être. Elle m'enseigne comment je dois venir à l'amour d'un jeune homme qui me fera l'amour. Ma grand-mère veut me donner ce qu'elle n'a pas eu et ce qu'elle n'a pas pu, pour des raisons mystérieuses, donner à ma mère, sa fille. Ma grand-mère n'a pas eu de chance. D'après ce qu'on dit des femmes d'autrefois, elle a été réprimée. Cela n'empêche pas qu'elle soit sexy. Comme elle le dit, j'ai toujours été sexy. Elle fait la gloire de mon grand-père. Elle sait parler d'amour, c'est elle qui le dit. Il n'y a que cela, l'amour. Elle l'affirme avec une voix forte et colérique, en parlant d'une autre femme. Quand va-t-elle comprendre l'amour? Elle m'assure qu'il n'y en a pas eu dans son enfance, que cela la fait souffrir. Car elle n'est que cela, une amoureuse. Elle insiste tant pour m'enseigner comment y venir, que sans le lui demander, je le vois bien, elle n'a pas fait l'amour à l'âge où elle le désirait. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de dire et donc de lire France Théoret? Mais, au cours des 10 premières années d'écriture, et même le roman Nous pardonnerons comme on écrit, je l'écrivais et je le lisais à haute voix. Et à un moment donné, j'ai cessé cette pratique. C'est encore une chose, dans l'avant-garde que nous pratiquions, dans les années 60, nous cherchions à lire sans la voix, sans la matérialité de la voix. Et c'est l'arrivée à l'écriture, le passage à l'écriture, et aussi le passage vers le féminisme, qui pour moi, à l'époque, était aussi une avant-garde, une deuxième avant-garde. Même si c'était un mouvement collectif, c'était une avant-garde parce qu'il fallait oser se dire féministe en 74-75. Et il y avait le désir de dire, ça passait par la voix. Donc, pendant une dizaine d'années, je lisais mes textes à voix haute. Par exemple, Une voix pour Odile, par exemple, Le nécessairement putain. Tout ça, ça a été dit à voix haute quand j'écrivais. Et à un moment donné, je ne l'ai plus fait. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer? Je change dans l'écriture. Et je désire aussi changer dans l'écriture. Bon, je suis pas quelqu'un qui répète constamment exactement la même forme. Par exemple, Va et nous venge, c'est quelque chose de très neuf dans mon écriture. C'est ça. Pourquoi je n'ai plus été capable de le dire à voix haute? Peut-être que j'avais terminé une exploration et je passais à autre chose. Grand-mère chuchote qu'elle l'aime plus que quiconque, qu'elle est sa préférée. C'est énorme la chance d'être la préférée entre tous.
celle qui reçoit une attention de chaque instant, y compris quand elle n'est pas là. Mamie veille à son bien-être, à sa sécurité, à ce que personne ne lui fasse de la peine. Elle a une grand-mère bouleversante de caresses, d'attention, de paroles si belles, optimistes et positives, qui n'a jamais cessé de lui ouvrir les chemins de l'avenir. À vrai dire, tout converge vers le grand amour, l'unique, pareil à celui qu'elle connaît avec le grand-père. En amour, son seul souci est de savoir ce qu'il décidera à son sujet. Grand-mère lui apprend ces choses-là. Il y avait cette phrase dans l'un de vos ouvrages, « Écrire pour une femme, c'est toucher la raison ». Oui. Alors, est-ce qu'écrire pour une femme, ce serait se soustraire à la déraison, France Théoret? C'est les deux. C'est questionner la raison et donc questionner la déraison. En fait, le dire correctement, ce serait... Surtout quand j'ai commencé à écrire, la question de la loi patriarcale, elle était là continuellement. Et donc, cette question de la loi patriarcale, il faut la déconstruire. Et donc, déconstruire la loi patriarcale qui a été celle de l'éducation de beaucoup de femmes, c'est déconstruire sa propre pensée. Ce qui ne fait plus sens et ce qui est mis à mal. Et à ce moment-là, c'est quand on touche la question de la loi, on touche la question de la raison. Ce qui arrive, en y repensant bien à cette question, c'est que je suis, en tant qu'écrivaine qui est une féministe, toujours en train de déconstruire quelque chose. Par exemple, les dernières années, il y a eu un mouvement qui s'appelle le masculinisme, qui est un mouvement de revanche contre le féminisme. Et ce mouvement-là, il faut aussi le déconstruire, parce que bon, là je vais avoir un propos carrément féministe, c'est, par exemple, quand ils parlent de la violence, les masculinistes disent continuellement que les femmes sont aussi violentes que les hommes, alors que les statistiques gouvernementales ne montrent absolument pas ça. Donc, il y a toute une propagande qui se fait contre le féminisme pour dire comment les hommes sont les perdants actuellement. Donc, c'est ce mouvement-là qui est né, surtout après Polytechnique, après 89, et qui est très fort dans certains journaux. Donc, finalement, comme femme, on a toujours ce travail de Sisyphe d'être en train aussi de déconstruire des choses. Donc, de reparler de la question de la loi, et si c'est plus la loi patriarcale, c'est le rapport au masculinisme. Donc, on est toujours en train de toucher qu'est-ce que la raison, qu'est-ce que la déraison. C'est un mouvement qui, pour moi, dans ma vie, ne va jamais cesser, je crois. Je ne vois pas quand il va cesser, parce qu'il y a toujours... on est toujours amené à se justifier, et dès qu'on touche à la question sociale, ce qui est mon cas, je suis toujours amenée à me reposer ces questions-là. De qu'est-ce que la raison, qu'est-ce que la déraison?
For the first time in a century of Canadian womanhood, a royal commission has been established to examine the status of the Canadian woman. I think we've gone about as far as we can go in accepting all this discrimination, in hoping that it might be changed, and nothing has come of it. And this is why our insistence of this group on a commission on the status of women. Why a royal commission on the status of women? Don't women have a pretty good status in Canada now, Mrs. Bird? The Royal Commission on the Status of Women was a real cornerstone for Canadian women to realize what their situation was and what they needed to do to change it. Each woman must find her place, not be put in her place. Women's rights. That Indian woman has been the workhorse, the doormat, and the baby machine. And God knows I'm not one of those fanatic feminists, but I mean there are things that we have to recognize that are not what it should be. When the hearings have been completed, we have heard from the public, we will base our recommendations on the information we have received in these ways. Basically, the question is very simple. What do women want? Are they getting what they want? And do they really want what they want? I'm Gordon Donaldson, and I don't know the answer any more than you do, but tonight we will study the question. France Théoret, vous avez cofondé la revue Les Têtes de Pioche. C'est à l'époque du féminisme de combat. Comment est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui à celles qui, disons, ne l'ont pas connu, le féminisme de combat? Parce que ça a duré 3 ans, dit-on. Ce fut bref quand même. Ce fut bref et très intense. Et les journaux de combat ne durent généralement pas longtemps. Il y en a eu un certain nombre dans les années 70. Hein. Il y a eu Québécoise debout, et puis, bon, ça pour parler d'un journal de femmes. Québécoise debout, les femmes ne signaient pas leurs articles. Alors, un journalisme de combat, c'est très exigeant. Il faut faire tout soi-même. Alors, on a commencé par discuter, et on a discuté pendant 1 année avant de trouver nos objectifs. Et ensuite, on a composé une équipe. Là, il est question de tout faire soi-même. C'est-à-dire que un journal de combat, les conseils des arts vont pas subventionner un journal de combat. Alors, il fallait prendre de notre argent, se cotiser, le petit groupe, pour le faire. Il fallait aussi écrire les articles, là, c'était peut-être la part la meilleure. Ensuite, il fallait trouver l'imprimeur, trouver les points de vente, faire la distribution nous-mêmes, faire l'administration, le budget, recommencer et avoir une périodicité. Ce qui a été très curieux avec cette aventure-là, c'est que tout s'est vendu tout de suite. Il y avait une demande, on ne s'y attendait pas, mais tout s'est vendu tout de suite. Il y avait un grand enthousiasme. Et au bout de 3 ans, ça s'était transformé. Et si on s'était donné des assises financières, ce type de journal est forcément éphémère. Et c'est un type de journal qui demande énormément de discussions pour tenir la plateforme, pour tenir nos objectifs. On n'allait quand même pas transformer ça en article ressemblant à Châtelaine ou ressemblant à un autre journal féminin. C'était un journal de combat, donc et puis aussi c'était dans un contexte où il y avait d'autres journaux de combat, donc il fallait aussi nos propres exigences. Donc c'était vraiment on se chicanait très fort. C'est pas une chose de tout repos. Et puis c'est pas une chose non plus quand personne a de l'argent, ben il faut prendre l'argent qu'on a pour le donner et puis tenir nos comptes, puis on n'arrive pas toujours, puis il faut redonner, puis enfin c'est quelque chose de c'est quelque chose qui est
qui demande beaucoup, un journal de combat. J'ai 55 ans ce soir, c'est ma fête. Où est-ce qu'elle est, ma peau, que je sois bien dedans? J'ai l'impression de n'être qu'une écorchée, en tripes et en moelle. Où est-ce qu'elle est, ma peau, que je lui redonne sa mesure de dignité? Nous manifestons parce que ni ici, ni ailleurs, les femmes n'ont le contrôle de leur maternité et de leur corps. Contrôler nos corps, c'est une façon pour le pouvoir de contrôler nos vies. Au Québec, on est la province avec les provinces maritimes qui ont appliqué de façon la plus limitative la loi. Ce qu'on exige, en fait, c'est le retrait de toutes les lois anti-avortement, le retrait de la loi de l'avortement du Code criminel. Nous demandons au gouvernement du Québec qu'il mette en place tous les services nécessaires permettant aux femmes d'avoir accès à l'avortement libre dans leur milieu et dans leur langue, dans de bonnes conditions médicales, et que tous ces avortements soient remboursés intégralement sur l'assurance maladie. Si vous deviez choisir un mot, France Théoret, ce serait lequel et pourquoi? Je vais copier. Ce serait le mot femme. Rappelez-vous, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf écrit à un moment donné, « N'êtes-vous pas fatigué d'entendre répéter le mot femme ?» Je veux dire la même chose qu'elle. Je me fatigue d'entendre répéter le mot femme, mais ce mot-là réapparaît et devient neuf, comme ça, au cours de ma vie. Mais parfois, j'en ai assez, c'est sûr. France Théoret a formulé une espérance comme seule fin heureuse, sous forme de question, pour ne pas être déçue. Verra-t-elle le jour où une femme vaudra un homme? Vous venez d'entendre le premier épisode d'une série de 2 entretiens avec France Théoret. Réalisation, Antonin Wyss, Marie-Laurence Rancourt. Une production de Magnéto.